Yorick Kazan, ici présent, qui est l'administrateur d'un fonds d'investissement suisse, de bien vouloir nous donner des informations sur pourquoi il investit dans des startups. Et surtout, j'ai demandé à Yorick de peut-être nous donner des indications pourquoi il avait investi chez Blue Linea au tout début. Ça, c'est une première question. Mais le vrai sujet, c'est pas celui-là. Le vrai sujet, quand on est start-upper, quand on démarre son histoire, on a l'impression qu'on a une histoire unique, on a l'impression qu'on va découvrir des problèmes uniques, alors que lui, à force d'avoir suivi des dizaines d'entreprises qui se sont développées, il a vu des entreprises qui ont réussi, des entreprises qui n'ont pas réussi. Il vous parlera surtout que, avant tout, c'est une question d'entrepreneur, d'humain. Et c'est souvent intéressant d'avoir des conseils de personnes qui ont pu constater, même sur d'autres marchés, des choses qu'on va être amené à vivre soi-même. En termes de croissance, d'hypercroissance, de gestion des coûts, de toute une série d'éléments. Et j'ai souhaité qu'ils puissent interagir avec vous, qu'ils puissent donner quelques conseils sur quand on a une startup, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Yorick, est-ce que tu es prêt à relever le défi? Je vais essayer. Hein. À l'âge que j'ai, de toute façon, je vais donner le maximum. Oui, donc mon métier, c'est de gérer. Le problème qu'on a toujours, c'est ce qu'on appelle pompeusement, les banquiers adorent ça, l'allocation d'actifs. Donc, j'ai une certaine quantité d'argent et où est-ce que je mets ma pièce, sur quelle case, etc. Alors, le start-up, ça fait partie de la partie, disons, qui fait rêver. Hein, c'est-à-dire qu'on cherche surtout à trouver ce qu'on appelle les sociétés qui sont sous-valorisées dans les marchés cotés. Et puis en même temps, bon, ça devient un peu vite ennuyeux. On aime bien participer à quelque chose qui fait rêver, où on trouve que le concept est fantastique. Donc, on cherche à diversifier le portefeuille en mettant une petite partie dans des startups. Très souvent, ça se fait aujourd'hui par le monde du private equity, parce que surtout le côté magique du private equity, c'est que comme c'est pas coté, jusqu'à ce que ça vale zéro, ça baisse jamais de valeur. On peut dire que c'est l'acheteur qui a choisi le prix. Non, alors justement, le problème, c'est que bon, voilà, on fait confiance à une équipe qui va pouvoir surtout diversifier et donc mettre de l'argent dans différentes startups, différents projets nouveaux. C'est le problème des gérants qui ne font pas de private equity, qui essayent de faire de la startup en direct. Donc en général, ils vont tomber amoureux, ce qui est le truc le plus dangereux dans la finance. Hein. Il ne faut surtout pas être amoureux. Mais bon, voilà, de temps en temps, un petit peu d'émotion, c'est pas mal. Alors, le problème des start-upers, c'est que généralement, ils essaient de vous vendre leur start-up au prix de la réussite qui est déjà acquise. Donc ça, c'est un petit peu le souci parce qu'en fait, on apporte les sous. Alors, c'est pas grand-chose, les sous. Et les autres, les start-upers, ils ont les idées. Donc ça, c'est génial. Donc ça, c'est le premier problème, c'est de trouver une valorisation qui est correcte pour celui qui apporte les sous. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que c'est un travail de longue haleine. C'est-à-dire que les start-upers, en général, ils ont de très bonnes idées. Ils ont une équipe assez réduite qui développe un produit fantastique. Mais comme c'est un travail de longue haleine, ils font en général des nouvelles couches. Donc, en général, ils font appel à des family and friends. Et puis ensuite, ils commencent à élargir le champ. Et surtout quand ils passent à la phase commerciale. Donc je crois que Blue Linea connaît bien l'histoire, aussi bien avec ses concurrents que pour eux-mêmes. C'est-à-dire que chaque fois qu'on veut développer la clientèle, il faut quand même pas mal de ressources. Il faut pouvoir financer les accidents et puis aussi les produits qui ne marchent pas parce que c'est évolutif. Je pense qu'on est d'accord sur un frein. Le business plan, on peut appeler ça de la poésie. Le seul truc important, c'est l'argent à la banque. Le plan de trésor. Plan de trésorerie. Donc effectivement, la plupart des sociétés qui sautent, c'est surtout d'ailleurs quand il y a de la croissance, c'est le paradoxe, il faut la financer. Alors la question qui était importante, pourquoi on va choisir une start-up ou l'autre? Effectivement, dans mon cas pour Blue Linea, c'est effectivement le manager. Hein. Ça, c'est la première étape. J'ai bien fait de te faire venir. Oui, alors il n'aime pas parce que sinon il pense que ça devient un one-man show. Il y a une équipe. C'était un one-man show et il a une sacrée équipe derrière, ça bien sûr. Sans elle, je suis rien. Le problème, c'est que le one-man show se fait dès le premier jour et l'équipe se construit sur la durée. Et puis elle coûte, même souvent... Elle coûte certainement pas assez, hein, parce que les managers, on les connaît, ils tiennent les bourses, c'est pas le sujet.
Mais effectivement, au moment où vous levez des fonds, la question est vraiment d'avoir quelqu'un qui sait communiquer, on sait où on va, on comprend le produit. Et surtout, enfin voilà, qu'est-ce qui est disruptif ou non. C'est pas toujours le disruptif d'ailleurs qui est le plus important. C'est surtout le fait qu'on va pouvoir tenir sur la durée et qu'on peut, voilà, et que le manager va pouvoir s'ouvrir sur le monde et non pas penser qu'il va tout faire lui-même. Donc ça, je crois que Louline peut en parler, c'est qu'on voit en permanence des produits très, très nouveaux. Et le manager de start-up, il veut tout faire au lieu d'essayer de s'intégrer, d'être partenaire d'une société qui est déjà bien implantée pour éviter un peu beaucoup de coûts de verticalité, de réinventer la roue. Ça, gagner du temps. C'est le plus important. Gagner du temps aussi. Oui, gagner du temps, mais ça s'oppose un petit peu à ce côté parce que le start-upper, il a quand même envie d'être son propre boss. Ça, c'est quand même la clé, c'est son bébé. Donc, c'est, je pense, un des points les plus délicats. Si on démarre, c'est bien, mais il faut essayer de s'ouvrir, il faut essayer de partager, et puis on retrouvera la célébrité un peu plus tard. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, moi, je pense qu'il faut surtout ne jamais oublier une chose importante. Quand on crée une startup, au fait, pourquoi on la crée? D'ailleurs, c'est quoi une startup? On dit startup en français, on va le dire en anglais, innovation disruptive. Donc ça veut dire quoi? C'est quand tout simplement on arrive à trouver une idée qui va permettre de délivrer un service ou un produit avec des fonctionnalités nouvelles qui collent beaucoup plus aux besoins du moment. Et là, pour pouvoir créer un effet waouh, ils peuvent créer ça. Il ne faut pas oublier une composante importante, c'est le prix. Parce que si vous voyez quelque chose d'intéressant, waouh, vous avez vu ce qu'ils arrivent à faire? Ah ouais, non, mais ça coûte un bras. Vous faites demi-tour. Vous avez même oublié que c'était possible. Si par contre, waouh, vous avez vu ce qu'ils arrivent à faire, et en plus, vous avez vu ce que ça coûte, à ce moment-là, vous créez une évidence qui fait que tout simplement, vous allez oublier la taille de la startup. Vous allez oublier l'âge de la startup. Vous n'allez même pas vous poser la question, mais est-ce qu'ils ont beaucoup de clients ou pas beaucoup de clients? Est-ce qu'ils sont là depuis très longtemps ou pas très longtemps? Et ça, c'est bien quand on a une startup parce qu'on a les réponses. Hein. C'est non, 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 non. Donc, autant créer l'évidence sur son offre, autant créer l'émotion par rapport au tarif, par rapport au prix. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir créer une évidence suffisamment forte pour que des clients soient au rendez-vous. Et si vos clients sont au rendez-vous, après, vous allez rentrer dans une autre dynamique. Est-ce que cette innovation disruptive va être pérenne? Et pour qu'elle soit pérenne, il faut qu'absolument à ce moment-là, vous arriviez à votre point d'équilibre. Vous arriviez à avoir un EBITDA positif, que vous arriviez à avoir un bénéfice avéré. Et entre l'innovation disruptive et cette pérennité, on rencontre des messieurs comme Yorick. Parce que il faut pouvoir financer cette hypercroissance, il faut pouvoir arriver à aller plus vite, parce que la plus grande importance, c'est d'arriver le plus vite possible à être rentable, parce que là, c'est gagné. Alors, une fois que vous avez créé l'innovation disruptive, que vous avez les premiers clients qui sont au rendez-vous, et que vous commencez à être rentable, vous allez devenir une cible. Vous allez devenir une cible pour être acheté par vos concurrents qui se sentent un peu has-been et qui se disent, là, on va récupérer les 5 ans qu'ils viennent nous mettre dans la vue. Donc ça, c'est possible. Ou alors, vous allez peut-être même finir par racheter votre concurrent. Ça, c'est si lui, il a envie. Parce qu'à ce moment-là, il peut dire, OK, le modèle a été prouvé, OK, la rentabilité est là, OK, je te donne encore quelques dizaines de millions d'euros pour que tu rachètes un tel, et c'est terminé. Et là, on est rentré dans une dimension où, en l'espace de 5 ans, on peut avoir réussi à faire ce que d'autres ont mis 50 ans à faire. Parce que c'est ça, en fin de compte, l'effet qui peut être détonnant avec l'accompagnement de fonds et surtout de gestionnaires et de personnes qui ont un certain track record, c'est de pouvoir détecter comment on peut réussir en 5 ou 10 ans ce que d'autres ont mis 50 ans à faire. Voilà, c'est tout simplement ça. Alors pour moi, jeune start-upper de 50 ans, je peux vous dire que 10 ans, c'est énorme. Il n'est pas question de mettre 10 ans. Il faut minimum 10 ans. Moi, l'expérience financière, c'est au bout de 15 ans qu'on commence à surnager et à récolter les fruits. Voilà, parce que le problème aussi, c'est d'arriver à créer assez vite ou de maintenir une barrière à l'entrée. Ça, c'est l'obsession des investisseurs, c'est qu'on regarde le projet,
dit oui, c'est bien, mais est-ce que si quelqu'un arrive avec 3 fois plus de moyens, il va vous doubler et finalement, il mettra même un peu de pression sur les prix et vous pouvez abandonner la partie, hein. Donc ça, c'est barrière à l'entrée aussi, c'est très, très important parce qu'on sait qu'il n'y a pas de bisounours dans le monde de la finance et des startups. Donc si des gros peuvent vous manger, mais sans payer, même si pour eux, c'est pas beaucoup d'argent, ça leur va bien aussi. Donc on vous laissera juste la tête juste hors de l'eau, juste à temps de vous rattraper par le cou et voilà. Tant pis pour les histoires passées. Et d'ailleurs, si vous regardez, il y a plein de cas dans l'histoire. Vous prenez l'exemple même de Canal+, je prends souvent cet exemple-là, Canal+ ou Eurotunnel. Là, on ne parle pas tellement de start-up, mais enfin, c'est des idées. Eurotunnel, c'était quand même disruptif. En fait, vous avez eu trois générations, enfin 3 vagues d'investisseurs qui sont tous terminés à poil. Et finalement, c'est les banquiers qui ont transformé la dette en actions et c'est devenu rentable. Si vous prenez Canal+, c'est l'État qui a mis de l'argent. Donc finalement, on a dit c'est une fantastique création privée, mais ça serait mort avant. Donc voilà, en général, on aime bien les startups aussi pour les ramasser juste à temps pour ramasser les brevets, les actifs. Donc, il faut quand même être assez costaud. Donc, moi, je dis toujours, déjà pour être manager, CEO, il faut être entrepreneur, il faut être un peu sado, un peu maso. Mais là, je pense que pour ceux qui créent des startups, c'est plus du masochisme. Il faut vraiment aller voir le psychiatre. Voilà.